nous allons avoir Yvon Pouliken et on va pouvoir avoir l'honneur de pouvoir en parler avec lui et savoir aussi ce qu'il devient, puisque depuis quelques années, on ne le voit plus sur les écrans. Depuis la fin avec Metz. La fin avec Metz ou Grenoble. D'ailleurs, ça pourrait être, revenu à Grenoble après, ça pourrait être l'occasion de lui poser la Grenoble. question. Monsieur Pouliken, vous êtes avec nous en direct ? Tout à fait. Eh bien, bonsoir. Je voulais vous remercier. Bonsoir. D'être avec nous, nous faire la gentillesse de répondre un peu à nos questions, de revenir sur votre parcours et puis de savoir ce que vous devenez aussi. Oui. Alors, ma question, est-ce que vous avez réussi votre créneau dans le parking ? Je sortais du parking, donc bon. J'ai pas eu de créneau à faire. Bon, parfait alors. Je suis sorti sans encombre. Bon. Alors on était avant de recevoir votre appel en train de faire un récapitulatif de votre grande carrière et puis vous êtes aussi connu pour avoir fait de très jolis parcours en Coupe de France et c'est un petit peu l'actualité. Alors ma première question, elle est simple, quel est votre favori pour la finale à venir ? Je pense que le favori logique reste le Paris Saint-Germain. Maintenant, je dirais que en étant natif de l'Ouest, même si Angers ne fait pas partie de la Bretagne, j'ai un petit fait pour Angers. Mais bon, le Paris Saint-Germain reste quand même le grand favori de cette finale. Qu'est-ce qui fait que... Alors cette question paraît peut-être bête, mais qu'est-ce qui fait que le Paris Saint-Germain est le favori ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une obligation de résultat ? C'est parce que l'effectif est stratosphérique ? Ou c'est les deux tout simplement ? Oui, les deux, je pense. C'est vrai qu'il y a une obligation de résultat dans la mesure où il s'agit, je dirais, d'une saison mitigée un petit peu pour le Paris Saint-Germain. Le titre qui s'envole aux dépens de Monaco. Bon, une victoire bien sûr en Coupe de la Ligue, mais une grosse déception en Champions League. Donc l'objectif reste quand même de ramener au moins un deuxième titre à Paris cette saison. Donc la Coupe de France devient un objectif prioritaire pour que cette saison ne soit pas totalement, je dirais, pas ratée, parce qu'elle ne le sera pas, mais en dedans, en tout cas, des objectifs certainement fixés par le Paris Saint-Germain en début de saison. Et puis il est vrai aussi que bon, il possède un effectif quand même qualitativement qui est supérieur à celui d'Angers, sans faire injure aux Angevins, mais un Paris des grands soirs reste quand même une équipe qui fait partie des 8 meilleures équipes européennes. Vous qui avez une très très longue expérience du football professionnel, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de la Ligue 1 puisqu'on parle maintenant de Marcelo Bielsa au LOSC, on voit Rudy Garcia, on voit des grands noms revenir en Ligue 1, ce qui est plutôt une bonne chose pour l'attractivité de cette ligue. Vous en pensez quoi ? Moi je trouve que c'est génial. C'est génial parce que le championnat de France... peut-être qu'il ne va pas rattraper son retard par rapport aux Anglais, mais aujourd'hui le championnat de France va devenir aussi attractif que le championnat italien et que le championnat allemand. Donc moi je trouve ça super. Ça fait des années qu'on rêvait de voir un Paris Saint-Germain mis à mal par une autre équipe. Ça a été le cas cette saison avec Monaco. J'espère que l'an prochain il y aura Lyon, il y aura Marseille, il y aura peut-être Lille. Donc ça augure en tout cas un championnat de très grande qualité l'an prochain. Est-ce que vous voyez, puisqu'on parle de grands championnats, on dit souvent qu'un grand championnat passe par des victoires en Coupe d'Europe. On sait que Monaco et Lyon ne sont pas passés loin d'une finale cette année. Oui. Est-ce que vous voyez l'année prochaine peut-être un club français aller décrocher une des deux coupes européennes ? Ce sera difficile parce que bon, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et principalement le tirage. Et parfois, on peut être désavantagé par un tirage défavorable. Donc c'est jamais facile. Je crois que lorsqu'on arrive à faire partie du dernier carré, comme a pu le faire Monaco cette saison, c'est déjà vraiment très très bien. Et je pense que Monaco a encore l'ambition la saison prochaine d'aller accrocher ce dernier carré. Une fois qu'on y est, tout devient possible. Ouais, donc je pense que Paris aussi, qui cherche à atteindre ses demi-finales depuis un certain nombre d'années, voudra l'an prochain certainement tout mettre en œuvre pour y parvenir. Donc si on pouvait avoir deux équipes françaises en demi-finale de Champions League, ça serait sympa. C'est vrai que ça nous fait saliver de revivre au moins une saison européenne comme on l'a vécu cette saison. Vous êtes aussi vous avez aussi entraîné au Racing Club de Strasbourg et joué aussi. Ce club fait l'actu pour sa remontée notamment en Ligue 1. Qu'est-ce que vous pensez de ce renouveau du Phénix ? Strasbourg, c'est une place forte.
du football français et du football en Ligue 1. Donc ce n'est qu'un juste retour des choses. Le club a énormément souffert ces dernières saisons, a été rétrogradé jusqu'en CFA2 et parvient à remonter en l'espace de 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans en Ligue 1. Donc il y a eu un travail de fait assez remarquable de la part de Marc Keller et de toute son équipe pour arriver à remonter en Ligue 1. Je sais pertinemment que ce n'était pas l'objectif premier en début de saison et qu'à un certain moment de la saison, je dirais dans la première moitié de la saison, l'objectif, avant la première moitié, au premier tiers de la saison, l'objectif restait le maintien. Mais on l'a vu cette saison, le championnat de Ligue 2 était tellement fou que tout pouvait arriver et Strasbourg a su saisir sa chance avec aussi, il faut bien le dire, une équipe de qualité pour la Ligue 2. C'est vrai, avec des très beaux prêts, on pense à Baptiste Guillaume, à Julien Bec, des personnalités, et Ben Taïb, je crois, le meilleur buteur, qui ont fait la belle saison du Racing Club de Strasbourg. Vous êtes aussi coutumier du FC Lorient pour voilà, avoir fait remporter leur premier grand trophée avec cette Coupe de France. Et nous, avec Bordeaux, on s'est rencontrés, enfin du moins vous avez rencontré l'équipe des Girondins de Bordeaux sur cette finale malheureuse pour le FC Lorient. Je m'en souviens pas de cette finale. Si, mais Paoletta, Dugarry. C'est rayé. J'ai pas le souvenir, mais enfin bon, si vous le dites. Ça... Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs aussi de l'évolution de ce FC Lorient qui a réussi à se maintenir avec un beau jeu? On parlait du Arsenal français d'ailleurs à un moment donné en termes de jeu, et là qui est en difficulté pour se maintenir en Ligue 1. Comment voyez-vous l'avenir du FC Lorient? J'espère qu'il sera en Ligue 1 au terme du dernier match dimanche. Mais c'était une saison très compliquée, oui. Très très compliquée, avec un championnat qui démarre de manière un petit peu bizarre dès le premier match, parce que si mes souvenirs sont bons, Lorient menait 2-0 à Caen au bout de 20 minutes de jeu, dominé de la tête et des épaules le match et finit par le perdre 3-2 en ayant un expulsé à la 25e ou quelque chose comme ça. Donc c'est un championnat qui a démarré un peu à l'envers et ils ont traîné un tout petit peu ça tout au long de la saison. Moi j'avais été au Moustoir voir le second match de la saison. Ils avaient été battus par Bastia 3-0 en ayant fait des choses de qualité, et malheureusement Bastia avait été euphorique sur ce match-là. Donc des erreurs peut-être aussi en début de saison. Voilà, c'est un tout. Alors vous le savez, nous sommes basés et situés en Aquitaine. La question me brûle un petit peu les lèvres. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur Pascal Fainduno ou Jean-Claude Darcheville? Aïe aïe. Il y en a. On pourrait écrire un livre sur les anecdotes de Pascal et d'Arche. Moi en tout cas j'avais vécu durant 6 mois avec eux une aventure exceptionnelle, parce que c'était 2 garçons à la fois sympathiques, blagueurs et surtout très bons joueurs de football. Donc une anecdote, oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une publicité à l'époque à la télévision, il me semble, on n'a pas le droit de citer les marques, mais bon, si vous pouvez, non, on fait tout. C'était Please, c'était, si mes souvenirs sont bons, une vieille dame qui essayait de cirer une table en bois avec la marque en question, et qui se jetait sur la table pour la tirer. Oui. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. Bon, je les ai vus faire le remake de cette pub là dans le vestiaire, quoi. Donc les deux, c'était assez exceptionnel. Oui. Quand on arrivait dans le vestiaire le matin, parfois, il fallait s'attendre à tout. Voilà, on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Il y avait un 3e larron dans l'équipe. C'était Eddy Croupy. Il n'a pas joué au Girondins, mais il faisait partie de la bande aussi, oui. Il était un peu sanguin d'ailleurs, Monsieur Croupy. Oui, ça lui arrivait, oui. Oui, ça lui arrivait, oui. Oui. Mais bon, gentil garçon malgré tout. Mais ça lui arrivait d'être sanguin de temps à autre sur le terrain, oui. Il avait tendance à répondre à la provocation. Eh bien écoutez, je crois que Manu, notre community manager, est en train de se délecter de vos mots, et il va sûrement nous pondre quelque chose avec ça, nous retrouver la pub sûrement. Je revois la pub, mais la femme qui plonge sur la table, c'est une grande actrice. Je ne sais pas si c'est Marc Villalonga ou Ginette, je ne sais plus qui. Commence pas à parler des Ginettes comme ça, s'il te plaît. Ma mère s'appelle Ginette. Donc, mais oui, mais c'était
Moi, je connais un peu Canyon parce que c'était mon voisin à l'époque. C'est vrai Raconte-nous que... ta vie, Manu. À Monsieur Pouliken qui prend son temps pour écouter ta vie. Attends, je suis troublé, c'est monsieur Pouliquin qui m'écoute. Mais moi, j'avais une question pour revenir un peu à Lorient. Mis à part le début de saison de Lorient, pour vous, qu'est-ce qui a un peu foiré la saison de Lorient, en fait? Parce que je crois que c'est une belle équipe qui joue très très bien au ballon. Mukanjo, Qu'est-ce qui Waris s'est passé devant, c'est joli quand même. Et Mukanjo, oui, Oui. c'est très joli. Moi, j'adore Mukanjo, d'ailleurs. Sous-côté, Mais complètement faut connaître le attaquant. bonhomme. Cette équipe-là, C'est le bonhomme, comment après. Lorient a pu un peu s'écrouler comme ça, quoi? Vous avez une réponse, vous? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une saison qui démarre un petit peu à l'envers, ce qui fragilise un petit peu le groupe. Il y a le départ de Ndong, le dernier jour du mercato, qui était quand même le joueur au milieu de terrain qui stabilisait un petit peu l'ensemble. Et ce départ a fait très mal, contrairement à ce que les gens ont pu penser, c'est-à-dire qu'on a déséquilibré un petit peu l'équipe avec un secteur offensif qui, à mes yeux, est certainement l'un des meilleurs secteurs offensifs de la Ligue 1, Ah oui. ou en tout cas faisant partie des 4-5 meilleurs secteurs offensifs. Mais par contre, il y a un déficit parfois un petit peu défensif, ce qui malheureusement leur a été préjudiciable tout au long de la saison, quoi. C'est l'une des équipes qui a pris ça doit être l'une des plus mauvaises défenses du championnat. Et on ne peut pas toujours marquer un but de plus que l'adversaire. Donc il y a eu des défaites parfois 3-2, 4-3 je crois. Et c'est ça, je crois qu'il y avait un déséquilibre entre le secteur offensif et le secteur défensif. Ils n'ont jamais réussi à régler ce problème-là tout au long de la saison. C'est vrai que l'impression que ça donne sur cette saison lorientaise, c'est justement le mercato qui faisait toujours la force de ce FC Lorient, a toujours trouvé des petites pépites qui faisaient la différence. On pense à Rafael Guerreiro qui est parti ensuite à Dortmund, mais il n'y a pas eu que lui. Il y a eu Gamero, il y a eu Gignac, il y en a eu tellement pléthore avant. D'Archeville, puisqu'il a fait quand même les bons jours aussi des Girondins de Bordeaux, et Pascal Feindouno que vous nous avez remis à l'endroit aussi, et merci pour ça. Mais outre mesure, là on a l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de belles découvertes, même si Waris et Mukanjo sont des belles recrues, sont des joueurs que la Ligue 1 connaît. Maintenant, il n'y a pas eu ce petit recrutement qui fait la différence, ce joueur qu'on découvre avec beaucoup de bonheur. Et pour moi, je suis un peu déçu aussi de Siani, la recrue qui devait revenir au Bercail pour amener son expérience. Je ne l'ai pas trouvé transcendant en fait. Oui, on a fait, je dirais, du neuf avec du vieux, quoi. On a récupéré Siani, on a récupéré Mbemba, qui sont de bons joueurs, hein, mais c'était des retours. Mais on n'a pas remplacé cette saison Guerreiro, on n'a pas remplacé Ndong. Et voilà, on est toujours un petit peu à l'abri de ce genre de problème lorsqu'on vend des joueurs chaque saison. On n'est pas toujours certain de pouvoir récupérer l'équivalent, voire mieux. Donc, et c'est ce qui s'est passé un petit peu cette saison, c'est que on a affaibli le secteur défensif en perdant Ndong, en perdant Guerreiro, même s'il lui arrivait de jouer plus haut. Mais ces garçons-là n'ont pas été remplacés cette saison. Donc on a affaibli un petit peu, oui, on a affaibli certainement le potentiel de l'équipe. Benji, tu avais une question, je crois, pour M. Pouliken. Oui, j'avais une question. Vu que vous avez été justement entraîneur du FC Lorient et que votre successeur, donc M. Gourcuff, est parti depuis maintenant quelques saisons, on a surtout du mal, j'ai l'impression, du côté de Lorient, à vraiment prendre la succession de Gourcuff sur le banc, que ce soit Ripoll ou aujourd'hui Casoni. Ça a l'air quand même compliqué de passer après un entraîneur qui a quand même bien marqué le FC Lorient. Peut-être le retour de M. Pouliken, puisque Casoni Oui, non, je pense que le choix de Sylvain Ripoll était le meilleur choix possible à l'époque. Et je pense qu'ils sont allés un petit peu vite quand même en le débarquant au premier tiers du championnat. Alors c'est vrai que l'équipe était moribonde, mais bon, comme toujours, c'est l'entraîneur qui en a subi les conséquences. Mais c'est vrai que Lorient, c'est le beau jeu, ça a toujours été le beau jeu. C'est une culture un petit peu particulière. Mais il faut noter aussi que Lorient n'a jamais rien gagné dans sa carrière, entre guillemets. Donc, je crois qu'il y a peut-être dans les années qui viennent, et je pense que le président doit se pencher sur ce problème-là, peut-être arriver à retrouver ce qui faisait le charme lorientais, à savoir sa qualité du jeu.
mais la qualité du jeu dépend aussi des joueurs que vous avez. Et aujourd'hui, il y a des équipes qui sont tout aussi bien loties sur le plan du jeu que ne l'est le FC Lorient, ou que ne l'était le FC Lorient même il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est de plus en plus difficile. Et il faut d'autres arguments. Bien sûr, la qualité du jeu, parce que c'est ce qui permet à long terme et à moyen terme d'obtenir des résultats, mais associé peut-être aussi à des joueurs un petit peu de plus grande qualité sur le plan athlétique, ce qui a toujours manqué parfois un petit peu au FC Lorient. Donc il y a toujours eu un déficit sur le plan athlétique, un déficit parfois en termes de leadership aussi. Il y a eu très très peu de joueurs, comme ça peut être le cas par exemple avec Darcheville ou Faïdouno, qui étaient des leaders. C'est ce qui manque peut-être aussi au FC Lorient depuis 1 ou 2 ans, et particulièrement cette saison. Il n'y a pas de réel leader qui se dégage de cet effectif. Et dans les moments difficiles, ça se sent énormément sur le terrain. C'est vrai que ce que vous venez de dire est incroyablement vrai. Vous avez parlé du FC Lorient. Vous avez aussi connu une histoire avec le Grenoble Foot, et nous avons eu l'occasion de recevoir Olivier Guégan, qui est l'actuel coach, et qui, on le salue, a réussi à remonter l'équipe en nationale. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette remontée un petit peu à la Strasbourg, quoi? Ouais, ça me fait plaisir, parce que ça faisait 3 ans qu'ils stagnaient un petit peu en CFA, ouais. Ils n'y parvenaient pas. Et ça me fait plaisir, parce que, quoi qu'on puisse en dire, Grenoble reste une terre de foot, même s'il y a le rugby. Mais bon, quand on voit qu'il y a 10 000 personnes lors du dernier match à domicile pour la montée, ouais. Bon, c'est en dehors de Strasbourg et Lens qui peuvent faire la même chose en CFA, personne d'autre, quoi. Donc ça me fait énormément de plaisir de voir Grenoble retrouver un championnat national, en l'occurrence le national l'an prochain, et j'espère que dans les 2 ou 3 ans à venir, on les verra à nouveau dans le monde pro. D'ailleurs, puisqu'on parle de monde professionnel, aujourd'hui, Monsieur Pouliquen, qu'est-ce que vous devenez, puisqu'on vous voit plus sur les bancs de Ligue 1, Ligue 2? Est-ce que vous avez des projets? Si oui, lesquels? Voilà, non, lorsque Grenoble a malheureusement coulé sur le plan administratif, j'ai pas voulu reprendre une équipe en cours de saison, et pour ne pas rester sans rien faire, je suis allé me balader dans différents clubs, et j'ai aussi passé ma licence d'agent. Et... Félicitations, c'est costaud le droit. Hein, ouais, c'est costaud le droit, oui, je confirme. Et comme je l'ai obtenu, il y a pas mal de joueurs qui sont venus un petit peu aux nouvelles pour voir un petit peu si j'allais me lancer là-dedans, et particulièrement des jeunes joueurs talentueux. Et donc j'ai décidé de partir dans cette voie-là. Voilà, donc aujourd'hui, le banc de touche, c'est fini pour l'instant en tout cas. Peut-être que ça reviendra parce que ça me manque de temps à autre, mais aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à driver, entre guillemets, de jeunes joueurs, de plus âgés aussi, mais de jeunes joueurs qui envisagent un jour de devenir professionnels. Alors je lance une bouteille, peut-être qu'elle va me revenir en pleine tête, mais c'est pas grave. Pourquoi pas un poste de directeur sportif, puisque ça correspondrait à cette ambiance club et aussi à vos nouvelles activités. Et puis pourquoi pas former une Bretagne connection à Grenoble? Ouais, déjà, les clubs bretons voudraient avoir un maximum de joueurs bretons. Ce qu'ils ont du mal à comprendre d'ailleurs, c'est que c'est impossible malheureusement, parce que les joueurs vont là un petit peu où ils veulent. Donc, mais un poste de directeur sportif, non, je pense pas. Je pense que le terrain me manquerait encore. Donc là, avec mes jeunes, j'ai l'occasion d'aller les voir pratiquement toutes les semaines sur les terrains. Donc je suis devenu un petit peu un coach particulier, sans dénigrer bien entendu leur propre coach, parce que ce sont eux avant tout qui gèrent la carrière de mes jeunes joueurs et qui les font progresser. Mais je suis là de temps à autre pour les aider et pour faire en sorte qu'ils aillent dans le sens des coachs qu'ils peuvent avoir. Voilà. Alors nous sommes, voilà, comme je l'ai déjà dit, en Aquitaine. Est-ce que vous avez peut-être détecté des pépites dans notre région, ou peut-être en dehors en avez-vous détecté et elles vont faire entre guillemets le buzz dans les années à venir? Il y a des pépites partout. Il y en a à Bordeaux quelques-unes, parce que je crois que Bordeaux ils sont en demi-finale du championnat U19, ou en finale. En finale. En finale, voilà. Donc j'ai eu l'occasion de les voir jouer 3 ou 4 fois cette saison, dont une à Brest et l'autre à Rennes. Donc il y a de très très bons joueurs. Il y a des joueurs qui sont promis, je pense, à un avenir au sein de l'équipe professionnelle girondine. Mais bon, comme j'ai la chance d'habiter une région où il y a beaucoup de clubs professionnels, en l'occurrence la Bretagne, j'ai
suffisamment de quoi faire dans ma propre région et j'essaye d'être le plus proche possible de mes joueurs. Donc je ne vais pas chasser à Bordeaux. Les agents là-bas peuvent être tranquilles. Bon. On fait un petit coucou à monsieur Trévisan, je crois, qui est dans le coin. Et, oui, tout à fait, ouais. que je croise de temps à autre aussi du côté de la Bretagne. Ouais, il apprécie la Bretagne aussi. Ouais. Lui, il chasse chez vous, apparemment. On lui fait un coucou. Et alors, du coup, est-ce que vous avez une petite pépite avec vous qui va sûrement percer dans les années à venir? J'en ai quelques-unes, oui, qui sont pour certains d'entre eux des internationaux, pour d'autres qui ne le sont pas encore, mais qui, à mes yeux, sont aussi bons, sinon meilleurs que certains internationaux. Donc, il y a quelques joueurs qui arriveront, en tout cas, pas à coup sûr, parce qu'on n'est jamais certain et assuré de la réussite, mais j'ai quelques joueurs, oui, qu'on devrait voir dans les 2 ou 3 ans qui viennent, dans le championnat de Ligue 1, oui. Une dernière question, après je vais peut-être laisser la parole aussi à mes collègues. Vous avez été un joueur à vocation plutôt défensive. Voilà, on parlait de patron aussi qui remet l'équipe en place. Vous étiez peut-être un peu ce joueur-là sur le terrain sur qui on pouvait s'appuyer. Qu'est-ce que vous pensez d'un joueur par exemple comme N'Golo Kanté d'une part et aussi Paul Pogba qui fait l'actu avec sa victoire en Ligue Europa d'autre part? Oui, là, vous trompez pas beaucoup. Hein. On tape dans le haut niveau, à la fois au niveau international et au poste. Donc, non, c'est 2 joueurs avec des caractéristiques un petit peu différentes, mais deux joueurs exceptionnels. Oui, quand on pense à Kanté qui sort du giron amateur, lui qui n'a pas fait de centre de formation. Donc, preuve qu'on peut réussir en passant même par le secteur amateur. Vous l'avez vu passer, vous, N'Golo Kanté? Pardon? Vous l'avez vu passer, vous l'avez vu jouer en DH, en CFA, N'Golo Kanté? Non. Je l'ai vu lorsqu'il est arrivé à Caen. Et je connais très très bien celui qui l'a vu et qui a œuvré pour le faire venir à Caen. Et lui, il en était certain de sa réussite, même si certains ont douté lorsqu'il a signé à Caen et n'était pas forcément chaud pour le faire signer. Mais lui était certain de sa réussite, ouais. Et ce sont 2 garçons qui respirent le football, quoi, avec des qualités différentes. Mais quand on voit Pogba en finale, quand on voit la puissance qu'il peut dégager, on est véritablement face à un joueur du football moderne, quoi, avec à la fois des capacités athlétiques hors normes et une technique qui va avec. Est-ce que pour vous, c'est le futur très grand milieu défensif et récupérateur que l'Europe du football attendait finalement? Je pense qu'il en a les capacités, ouais, même si on le voit jouer un petit peu plus haut ces derniers temps. Mais oui, il a la capacité pour être l'un, sinon le plus grand milieu défensif, dans les années qui viennent. Ouais. Les gars, peut-être une question pour M. Pouliken encore? Manu? Oui, Manu. Moi j'avais une question. Je voulais savoir, vous avez gagné 2 Coupes de France avec Strasbourg et Lorient. Quel a été votre meilleur souvenir, pas forcément la Coupe de France, en tant que joueur, entraîneur, votre meilleur souvenir de votre carrière? J'ai pas de souvenir particulier en dehors de... Bon, c'est vrai que c'est 2 finales de coupe. J'ai eu la chance de ramener la coupe en Alsace, qui était devenue un petit peu ma région d'adoption, et puis l'année suivante de l'amener dans ma région d'origine. Donc c'était sympa. Non, j'ai pas. C'est plus l'ensemble de ma carrière. Je suis satisfait d'avoir pu jouer plus de 400 matchs en Ligue 1, d'avoir fait 15 ans, de ne pas avoir connu de problèmes physiques. C'est tout un ensemble. J'ai pris énormément de plaisir aussi lorsque j'étais à la direction du centre de formation du Racing Club de Strasbourg à gérer les jeunes. Donc je ne retiens pas de victoire particulière en dehors de ces 2 coupes, bien entendu. Mais c'est plus l'ensemble de ma carrière qui me fait plaisir, tout simplement. Ouais. Et j'avais une question que je me suis posée depuis que je suis vraiment tout petit, que je voulais vous poser. Quand on gagne la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, pardon, qu'on va en finale de la Coupe de la Ligue et que la même année avec le même club, on descend en 2e division, quel est le sentiment? On est frustré parce qu'on descend, on est content parce qu'on a il est frustrant, oui. C'est très frustrant. Surtout avec le FC Lorient, parce que ça se joue sur la dernière journée de championnat. Oui. C'est frustrant. Et dans le même temps, il y a quand même une certaine euphorie, parce que ça se termine sur une victoire, sur un premier titre, parce que c'était le premier titre du club, et le seul d'ailleurs toujours. Donc il y a quand même ce plaisir et cette joie d'avoir pu ramener un titre, et cette frustration de
ne pas s'être maintenu, quoi. Hein. Donc la Coupe de la Ligue, j'en fais abstraction. On était là juste pour apprendre. Voilà. Et un bel apprentissage puisque Une semaine après, 2 semaines après, vous gagnez. Ouais, vous gagnez la Coupe de France et puis vous donnez l'occasion à Lorient de découvrir la Coupe d'Europe en étant en Ligue 2, je crois. Oui, c'est ça. C'est du jamais vu et je crois que vous êtes bien battu d'ailleurs dans cette coupe puisque c'était encore les matchs aller-retour, je crois. On a été éliminé par Denizli Sport à la faveur d'un but marqué à l'extérieur puisqu'on avait perdu 2-0 chez eux, on avait gagné 3-1 chez nous. Et ce qui m'avait énormément surpris, c'est que l'Olympique Lyonnais s'était fait éliminer au tour suivant par cette même équipe, alors que pour moi, il y avait 3 niveaux d'écart, quoi. Ouais. Eh bien, écoutez, en attendant, nous, on vous remercie beaucoup, monsieur Pouliken, d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. De rien. Donc on espère qu'il y aura plein de joueurs bordelais qui vont signer avec vous. Comme ça, vous pourrez nous en parler aussi. Et puis les faire signer dans ces clubs en Bretagne, puisqu'on donne leur chance aux jeunes joueurs, beaucoup dans cette région-là. Donc on vous tire un énorme coup de chapeau sur votre carrière et on vous remercie beaucoup. Merci monsieur Pouliken. C'est gentil à vous. Et puis un petit coucou avant de vous quitter quand même à Cédric Carasso, parce que j'ai eu l'occasion de le côtoyer lorsque j'étais à Guingamp et d'aller le chercher à l'Olympique de Marseille. Et j'espère sincèrement qu'au vu de sa carrière, de sa gentillesse, du plaisir que j'ai pu avoir avec lui pendant une saison, il rebondira dans un club de Ligue 1 et on le verra au niveau qui était le sien encore cette saison l'an prochain. On le souhaite très fort. Merci beaucoup, monsieur Pouliken. Merci. Au revoir. Très sympa, voilà cette interview pleine de légèreté, de passion avec monsieur Pouliken. Et puis on enchaîne tout de suite avec le manager général du Paris Football Club, qui a aussi été le manager de Rennes, qui nous fait l'extrême gentillesse aussi d'être là, puisqu'il joue les barrages retour de l'accession à la Ligue 2. C'est monsieur Pierre Dréossi qui est avec nous ce soir. Monsieur Dréossi, vous êtes là ? Il n'est pas là encore ? Bon, Benji est en train de faire les branchements. Sinon, j'ai un immense scoop pour vous, mais juste incroyable. Personne me chambre sur l'annonce que je viens de faire dans le vide ? Non ? Non, parce qu'il va revenir. Ouais, il va revenir. Ça concerne Asou Koto. Oui. De quitter son club. Le club de Birmingham veut le récupérer, mais lui refuse. Ouais. Pourquoi ouais. Je le sais. Mais on n'est pas sûrement. C'est pas la bonne heure. Avec des mots choisis. Ouais. Alors, il aimerait faire du sport de grand et du sport de chambre. On a monsieur Dré aussi, une très belle transition que tu nous fais là, Ferdinand. Monsieur Dré aussi nous fait la gentillesse d'être là alors qu'il a un barrage retour à jouer dimanche prochain. Monsieur Dré aussi, vous êtes avec nous ? Oui, pas de problème. Bonsoir, vous tombez bien puisque nous parlions du possible transfert de monsieur Asou Koto à Birmingham. Voilà, vous êtes tombé en direct. Ouais. Donc, bienvenue dans l'émission, monsieur Dré aussi. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'aube de ce barrage retour contre Orléans ? Un petit peu inquiet parce que pas obligatoirement lié au résultat du match aller, mais surtout à la composition de notre effectif. On avait déjà pas mal de blessés sur le match aller. C'est pas en train de s'arranger beaucoup, donc c'est vrai que on aurait aimé nous avoir 100% de notre effectif pour pouvoir jouer ce match ou ces matchs importants. Ça va pas être le cas, donc c'est vrai que c'est inquiétant. On le rappelle, le Paris Football Club est en difficulté pour cette montée en Ligue 2, et on le rappelle encore pour nos auditeurs, mais ce même club est descendu l'année dernière. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint ce projet ? Parce que le club, je pense que depuis qu'on parle du deuxième club parisien, je pense qu'il va falloir un peu travailler pour le faire. J'ai confiance au président qui a ce projet-là depuis quelques années. Je pense qu'on peut y réussir avec un peu de temps et des gens qui vont nous accompagner comme c'est prévu. Moi, je travaille beaucoup sur ce projet-là pour faire en sorte que Paris mérite un deuxième club. Et je pense que si on a un peu de patience, beaucoup de travail et des gens qui nous accompagnent, je pense qu'on peut enfin y réussir. On a parlé de fusion entre le Juvisy et le Paris Football Club pour faire un gros club parisien aussi au niveau des féminines, un deuxième gros club parisien. Est-ce que c'est fait ? Où est-ce que ça en est ? C'est pas complètement fait, mais c'est en tout cas ça, c'est en bonne voie. C'est une des
une des étapes justement de la construction de ce club. Donc voilà, aujourd'hui nous avons donc un club en national, on a une CFA2, on a eu des 19 nationaux, on a eu 17 nationaux, on a une équipe première féminine, voilà, et surtout s'implanter un peu partout à Paris. Parce que Paris est très grand et on va continuer justement à agrandir notre zone de chalandise pour faire en sorte de représenter l'ensemble de Paris avec des joueurs parisiens de l'ensemble de la région parisienne. Nous avons un jeune entrepreneur local avec nous ce soir. Je fais une transversale avec vous. Est-ce que c'est difficile de trouver des partenaires en Île-de-France convaincus par votre projet ? Oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'effectivement, on n'est qu'aux premières étapes du projet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ce discours avant moi et qui n'ont pas réussi, ou en tout cas qui n'ont pas construit ce club. Donc effectivement, Paris, à part les gros sponsors, on a beaucoup de mal à trouver des partenaires qui voient l'intérêt d'un club parisien, étant donné que ça manque d'identité contrairement à un club de province. Les auditeurs qui ont appris votre venue dans notre émission, on vous en remercie encore. Souhaitez savoir ce que vous deveniez, donc on a quelques éléments de réponse maintenant. Vous êtes aussi connu pour avoir et pour être l'un des plus grands encadrants français des au moins 20-25 dernières années. Vous avez encadré à Cannes, vous avez détecté Zinedine Zidane, vous avez aussi participé au club du LOSC qu'il est aujourd'hui. Et aussi à la grandeur du centre de formation du Stade Rennais. Si je devais vous demander de choisir l'une de ces trois expériences, vous garderiez laquelle ? C'est très difficile. Vous gardez tout. Non, je garde pas tout. Je pense que la plus en tant que manager, la plus grande réussite et la plus grande fierté, c'est d'avoir pris Lille en deuxième division et de l'avoir amené jusqu'à la Ligue des Champions. Le chemin est assez vite, en 4 ans. Donc passer d'un club qui est en deuxième division à la Ligue des Champions et avoir construit ce club et qui est maintenant un grand club et qui a depuis continué sur ce sujet-là et a gagné des titres. Je pense que ça c'est bien, c'est très bien. Après je dis il faut toujours mettre ça c'était vraiment une réussite, mais je pense que Rennes, même si on n'a pas réussi à gagner quelque chose, c'est un club qui, sur mes 6 dernières années, a été 4 fois européen. Je pense que aussi c'est une bonne chose. Donc je pense que c'est toujours des projets longs, mais c'est le cas à Paris, ça va être le cas à Paris. Mais je suis relativement satisfait de ce qui a été fait. On a vu Baki Koné, l'ancien joueur aussi de Lorient, puisqu'on vient de raccrocher avec M. Pouliken, qui était aussi dans les instances dirigeantes du Paris Football Club. Quelle est sa mission en tant qu'ambassadeur? Non, il n'a pas dirigeant. Il a été joueur l'année dernière chez nous, mais malheureusement il s'est très très vite blessé. Et depuis il est parti. Baki, qui est un gars fantastique, mais il n'a pas de fonction de dirigeant chez nous. Vous nous avez quand même détecté une très très belle pépite qu'on connaît bien à Bordeaux en la personne de Johan Gourcuff. Quel souvenir gardez-vous du jeune joueur qu'il était? Alors un joueur doué, bien sûr, peut-être même trop d'ailleurs, très réfléchi sur sa carrière et sur son jeu. Je pense que le fait que son père soit un entraîneur un petit peu particulier a agi beaucoup sur sa réflexion du jeu. Voilà, et j'ai déploré à l'époque, et je pense que j'avais raison, son départ au Milan AC. Je pense qu'il est parti un petit peu trop tôt et qu'il devait encore montrer plus que ça au Stade Rennais, ou en tout cas en France. Il est revenu au bout de la 3e année. Il avait fait une très très bonne saison à Bordeaux, d'ailleurs l'année du titre, je pense. Mais je pense que Johan aurait dû et pu faire une meilleure carrière que ça, parce qu'elle a quand même été très fulgurante, sa carrière.
l'ouverture du mercato a connu déjà ses premiers faits d'armes avec la signature de Bernardo Silva pour combien tu nous dis, Manu, 70 millions, c'est ça? 70 millions. 70 millions. Enfin, on entend des chiffres stratosphériques. Pour vous, qui êtes un grand connaisseur des rouages du football français, quel sera pour vous le prochain gros coup du mercato en France? Ouais, je sais pas. Mais bon, ce sera à mon avis les gros coups qui vont arriver sont du Paris Saint-Germain. Vous savez, il y a peu de clubs qui sont capables de faire des gros coups. Paris Saint-Germain, peut-être Monaco, et encore. Après, derrière, les autres clubs n'ont pas la capacité de suivre, même ni Marseille, ni Lille. Donc, je pense que ces tarifs-là, à part Paris, je ne vois pas qui peut faire ça, quoi. On parle de 95 millions d'un transfert de Neymar au Paris Saint-Germain encore. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui sont réalisables pour le Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais bon, après, vous savez, il y a des choses que je ne suis pas dans l'histoire, mais je ne vois pas Neymar venir au Paris Saint-Germain. Non, je ne pense pas. Non. Nous avons un manager qu'on adore, nous, maintenant, ici à Bordeaux. C'est Jocelyn Gourvenec, que vous avez forcément croisé plus d'une fois dans les coulisses du foot et des stades. Est-ce que ça vous étonne, son ascension, ou vous la voyez encore plus grande dans les années à venir? Non. D'abord, ça ne m'étonne pas, parce que quand j'étais à Rennes, il était déjà à Guingamp, et il a fait du bon travail. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Après, derrière, pour lui, ce qui va être important, c'est que, je dirais, ses ambitions correspondent aux ambitions du club. Je ne connais pas bien les ambitions de Bordeaux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les connaît, d'ailleurs. C'est très difficile de savoir ça, voilà, de connaître exactement les ambitions de Bordeaux. On a du mal dans ce club de voir un peu ce qu'ils veulent vraiment. Et voilà, mais en tout cas, lui, il fait du bon boulot. Et si le club le suit, ou voilà, je pense qu'il peut faire quelque chose de très bien à Bordeaux, voire ailleurs. Après, voilà, je pense qu'après, c'est un petit peu plus compliqué dans des clubs un petit peu plus où il peut, et où il devra peut-être partager un petit peu plus le pouvoir. Mais en tout cas, il y a la qualité, et il a démontré pour mener sa politique et mener son équipe de façon intéressante. Oui. On a vu la signature de Benoît Costil, que évidemment vous avez connu aussi du côté de Rennes, à Bordeaux. Donc, est-ce que pour vous c'est un choix cohérent? Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, Benoît Costil. Alors, on adore. Oui. J'ai été le chercher à Sedan, en 2e division. Et je pense que c'est sur le joueur sur lequel j'ai reçu le plus de lettres de contestation. J'avais laissé partir Douchet. Douchet qui est parti au Paris Saint-Germain, et on m'a pris pendant quelques semaines ou quelques mois, plutôt quelques semaines même, pour un fou, de remplacer Douchet par Costil. C'était pour eux une grosse erreur. Bon, on a bien vu après que c'était probablement la plus grosse erreur du siècle. Non, aujourd'hui Costil est bien sûr un très bon gardien, quelqu'un de très mature, c'est un gardien de haut niveau. Il a beaucoup progressé à Rennes, beaucoup grâce à l'entraîneur des gardiens du Stade Rennais, beaucoup grâce à lui. Et j'espère qu'il fera une bonne saison, mais je suis pratiquement certain aujourd'hui il a la maturité pour le faire. On a parlé des belles heures, des belles trouvailles que vous avez faites. Moi j'ai une petite question maintenant, c'est quelle est votre plus grande déception en termes de recrutement? Non, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce serait négatif pour les joueurs. Mais vous savez, je sais exactement les déceptions. Les déceptions qui ne sont pas des erreurs, c'est ça le pire. C'est parce que quand on fait des erreurs, on dit je me suis trompé. Voilà. Et celui qui dans le recrutement se dit c'est jamais trompé, c'est un menteur. C'est pas possible. Les déceptions, ce sont des joueurs qui auraient dû réussir, qui avaient la qualité pour réussir, mais qui, ou par blessure, ou par un comportement dans la vie privée de tous les jours, n'ont pas réussi. Et ça, c'est très décevant. Et j'ai quelques joueurs qui, je pense, auraient pu faire des carrières internationales et qui ont fait des petites carrières de L1, minimum au Stade Rennais, par exemple. Et ça vraiment, c'est décevant.
parce qu'on investit beaucoup de recherche, beaucoup de choses sur ces joueurs-là, des fois beaucoup d'argent, et on se dit tiens, c'est quand même dommage parce que ce joueur-là aurait pu réussir. Nous avons avec nous Ferdinand Kitsandi, qui est un joueur de handball et cet entrepreneur local dont je parlais, qui a une question pour vous, Monsieur Dreossi. Oui, bonsoir Monsieur Dreossi. Bonsoir. Rapidement, juste cette petite question, puisque je vais parler d'une très bonne connaissance à moi, puisque j'ai évolué avec son frère. Est-ce que dans les déceptions, si je peux me permettre, sans entrer, vous mettriez notre ami Yann M'Vila, malheureusement? Alors, Yann M'Vila, c'était une grande... ça fait partie des joueurs, ouais, des déceptions, mais pas tellement au Stade Rennais, parce qu'on se rend compte qu'au Stade Rennais, il a vécu le meilleur, et voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un d'adorable. Yann est quelqu'un d'adorable, voilà, très. Gentil, contrairement à ce que les gens disent. Des fois, j'entends beaucoup de gens qui parlent de Yann. Ouais, non, Yann est quelqu'un d'adorable. Malheureusement, il est rentré dans une spirale avec des gens autour de lui qui ne sont pas obligatoirement positifs et qui ont beaucoup influé sur sa carrière. Yann, c'est du talent, l'état pur, c'est quelqu'un qui aime le foot, c'est quelqu'un malheureusement qui aime trop la vie et qui est entouré de gens qui aiment beaucoup la vie. Il aime beaucoup plus que lui, mais je vous remercie d'avoir rétabli une vérité le concernant, puisque Yann fait partie de pas mal de joueurs dans différentes disciplines et de sports qui sont jugés. Et quand on a les feux des projecteurs comme il l'a eu, il a fait des saisons, erreurs, des erreurs tout ce qui va avec. Voilà, mais c'est dommage parce que ce joueur a été pendant un an et demi le meilleur joueur français, meilleur joueur en équipe de France. Et puis après, il n'a pas su gérer tout ça. Mais lui aujourd'hui, malheureusement, par gentillesse, par affection familiale ou par affection des amis ou des soi-disant amis, il s'est un peu perdu. Et c'est très très dommage parce que c'est quelqu'un que j'adore, parce que c'est quelqu'un de vrai. Malheureusement, il a été mangé par tout ce qui est autour. Eh bien, écoutez, Monsieur Dreossi, on vous remercie énormément d'avoir pris le temps pour nous, et je remercie aussi Monsieur Briand, votre assistant, qui a pu rendre possible cette interview. On vous souhaite le meilleur, évidemment, pour construire ce deuxième club parisien, et effectivement, la ville le mérite. Donc, on vous souhaite un très bel été de travail. Voilà, Monsieur Dreossi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Eh bien, très sympa encore. Ouais, très sympa. C'est d'interview en interview. On a vraiment des messieurs du football qui nous donnent la leçon aussi. On parlait de la semaine dernière, on essayait de faire le comparatif des personnes les plus capées qu'on a eues. Je pense que c'est peut-être la personne la plus capée, avec la plus grande expérience. La manière dont il analyse les choses, je pense qu'on a eu beaucoup de chance de discuter avec lui ce soir. L'envers du décor, l'envers. L'actualité, quoi. Il est vraiment plein feu dans le football en ce moment. Franchement, très bonne interview. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi qu'il sait tout ce qui va se passer cet été, déjà. C'est ça. Mais quand j'étais en train de me faire la liste pendant l'interview des joueurs qu'il a accueillis à Rennes, qu'il a propulsés, etc., il y a des sacrés noms quand même. Ouais, ne serait-ce que ça. Est-ce qu'on en a parlé une seule fois? Alors on parle du recrutement de Zidane à Bordeaux, mais autant fallait-il le mettre en équipe 1, et c'est lui qui a fait en sorte qu'il joue c'est très fort. Très fort. Est-ce que vous avez déjà entendu Monsieur Dreossi en parler? Pas forcément. Ouais, c'est ça. Pas besoin, c'est des choses qui se savent dans le milieu. Tu as parlé de Yann M'Vila, qui est un des plus grands talents gâchés. Je me suis permis. Tu as eu raison. Très très bon. Ouais, parce que pour la petite histoire, quand j'ai quitté les Girondins de Bordeaux Handball, j'ai joué dans la région dijonnaise pendant 3 saisons, dans 3 clubs différents. Et la première année, j'habitais avec mon cousin qui jouait au DFCO, et notamment avec le grand frère de Yann, donc Yohan M'Vila, pareil, qui est aussi un talent gâché. Donc on a eu l'occasion de se croiser avec Yann, et les chemins, voilà, les 3, que ce soit mon cousin Yohan et moi, avons pris nos chemins, parce que dans le foot, moi dans le hand, et voilà. Après, l'ascension de Yann a eu un effet pas dévastateur, puisque je veux pas le dire, et je ne connais plus maintenant la vie de Yann, mais sur cette période-là, voilà, engrainé dans cette spirale, sport business, on monte sur toutes ces choses-là, et c'est dommageable, parce que, comme l'a dit M. Dreossi, et ça m'a fait plaisir de l'entendre, voilà, c'est un très bon garçon.
Ouais. Parce que ce qui va rester de ce jour-là, malheureusement, c'est cette soirée, exactement. Où, après, on va peut-être pas rentrer dans la politique ou dans la polémique, mais où après, certains comme Griezmann, qui en faisait partie, ont réussi à peut-être à en tirer des leçons. Un meilleur entourage ou autre, ou d'avoir joué à l'étranger, peut-être que ça aussi. Voilà, être aussi de partir à l'étranger, n'étant pas tous les jours dans les faits ou quoi que ce soit, ça a permis à Antoine Griezmann sûrement d'apprendre de cette histoire-là. Yann étant en France, chose beaucoup plus compliquée, différente, l'entourage aussi. Et malheureusement, il va rester que ça. Heureusement qu'il y a des amoureux du football, des personnes le connaissant, l'ayant côtoyé, comme Monsieur Drey aussi, qui connaissent vraiment le bonhomme. Ouais, bien sûr. Puisque c'est un jeune bonhomme, malheureusement, comme on l'a tous avec un contexte, moi je le connais. Et voilà, ça m'a fait plaisir de l'entendre. C'était la petite minute perso. Je vous remercie de me l'avoir donné. Mais pas de souci. Et j'espère que plein de joueurs qui écoutent. Je pense que nos auditeurs ce soir ont été particulièrement gâtés avec les deux interviews qu'on a eues, à la fois Monsieur Pouliken et Monsieur Drey aussi. Malheureusement, l'émission touche à sa fin puisque les Girondins d'analyse vont prendre. Tape à la porte et ouvrent même la porte au passage. Donc merci à vous encore une fois d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. Merci aux invités. Merci de nous avoir invités, avec plaisir. Donc allez voir Seven Mates sur Facebook, sur Internet. C'est très sympa ce qu'ils font. On a tout remis sur les réseaux sociaux. T'as tout mis, Manu. Parfait. T'as mis la grosse caillasse. Faut aller voir. Et nous, on va tout actualiser puisqu'on va sortir notre nouvelle collection sur le thème des marinières puisque c'est notre région. Maintenant, je suis adopté et elle sera disponible au courant du mois de juin sur notre site avec quelques nouveautés. On repassera à vous voir si on a l'occasion d'être réinvité. Avec plaisir, parce que c'était un agréable moment, vraiment, vraiment. Je vous remercie et continuez comme ça, messieurs. Keep on going. C'est ça. Je suis pas très doué en anglais, donc c'est ce qui me freine aussi. Bon, ben voilà, messieurs. En Merci. tout cas, on vous souhaite une bonne continuation en souhaitant vous accueillir une nouvelle fois dans Avec le plaisir. studio. Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine sans JO cette fois-ci qui est absent le week-end prochain, mais c'est pour les qualifs des championnats d'Europe de la semaine. On vous réserve quand même des très belles interviews encore le week-end prochain, puisqu'il y a des gros noms qui arrivent. Et allez sur Facebook pour les voir, on vous tiendra au courant tout au long de la semaine. Retrouvez le podcast aussi au courant lundi, mardi comme chaque semaine. Et puis voilà, messieurs, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end. On va faire un petit tour à la fête du fleuve. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, Merci. bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.